Bonsoir, très heureux de vous retrouver au cœur d'un été qui frappe fort, mai 28 minutes, et l'émission idéale pour se rafraîchir et réfléchir, donc indispensable et indispensable, tout comme eux, bien le bonjour, la belle équipe de 28 minutes. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité, eh bien c'est la censure partielle de la loi du plomb et le retour d'un outil constitutionnel un peu oublié qui fête ses 20 ans cette année, la charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel, il rappelle la hiérarchie des normes, en disant il y a une charte de l'environnement qui est supérieure à la loi ordinaire, et donc sur ce point précis, c'est une forme de protection. Cette décision du Conseil constitutionnel valide cela. Alors que ce soit les juges avec la 69 ou les sages avec la loi Duplon, le droit de l'environnement est-il un frein à l'innovation et à la croissance, comme le disent certains? Est-il possible de faire cohabiter protection de l'environnement et développement économique? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui triomphent dans les festivals d'été. Alors bon, c'est des festivals de chronique, c'est un peu niche, mais c'est déjà bien. À savoir Quentin Darmon et Théophile Cossab. Bonsoir à vous. Bonjour Jean-Mathieu. Alors au programme ce soir, Quentin. Il s'appelait Souleymane Al-Obed, mais son surnom c'était le Pelé palestinien. Sa mort lors d'une distribution d'aide à Gaza provoque émotion et beaucoup de colère. Et vous, Théophile? Direction la Sicile, qui pourrait bien devenir une presqu'île. Le gouvernement italien vient de donner son accord pour la construction d'un pont suspendu entre le continent et l'île, un chantier absolument colossal. Ça pourrait bien devenir le plus long pont suspendu au monde. On va construire un pont suspendu, je vous raconte comment ça marche. On se retrouve en fin d'émission, car avant cela, peut-être avez-vous acheté des guides pour préparer vos vacances, guides de voyage, guides gastronomiques, mais avez-vous pensé à prendre un guide antiraciste? Alors oui, ça peut être utile par les temps qui courent. Telle est la démarche d'Estelle Depris, éducatrice et créatrice sur les réseaux sociaux. Elle publie Mécanique du privilège blanc et vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Estelle Depris. Bonsoir. Vous êtes écrivaine, conférencière, spécialiste des questions de discrimination raciale. Vous publiez ce livre, Mécanique du privilège blanc, comment l'identifier et le déjouer. C'est chez Binge Édition. Je vous prends de l'équipe de 28 minutes. Hélène Roussel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Alors, Estelle Depris, ce livre, c'est vrai quand on lit Mécanique du privilège blanc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout à l'heure je disais que c'était un guide? Est-ce que c'est un guide pratique finalement? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait des études d'éducation populaire et dans le cadre de ces études-là, on apprend à créer des outils pédagogiques pour permettre de faire vivre la démocratie en société. Et du coup, nous, on s'est très tôt intéressé à la question du racisme parce que je travaille sur ces questions de base. C'était un projet d'études qui s'appelait Semblant de rien, une page Instagram qui ensuite est déclinée dans ce livre. Et donc, en fait, oui, c'est vraiment des outils pédagogiques d'éducation populaire qui sont mis en pratique, en tout cas en écrit au sein du livre. Voilà, un guide pratique. En tout cas, on va parler de tout ça dans un instant. Mais sachez avant ça que vous avez vraiment le profil idéal pour venir à cette émission. Et oui, et vous allez voir pourquoi Olivier Boucreux va vous l'expliquer tout de suite. Estelle Depris, vous êtes spécialiste des questions raciales. Dans votre livre Mécanique du privilège blanc, vous démontrez que le racisme n'est pas seulement un comportement individuel, mais un système. Parce que vous transformez un sujet piégé en outil de compréhension collective, vous avez le profil idéal. Le premier pas antiraciste, c'est de l'admettre et de se dire que nous sommes influencés par l'idéologie raciste, que nous le voulions ou non. Votre prise de conscience a été brutale. À 18 ans, ce sont des images de massacres au Congo qui vous percutent. Vous découvrez une histoire coloniale absente des manuels scolaires belges. Vous êtes métisse, vous grandissez à Bruxelles. Très tôt, vous comprenez ce que veut dire être perçue comme différente. Votre mère, elle, comprend aussi. Blanche, féministe, en manif avec une pancarte « Le racisme anti-blanc n'existe pas », elle est, dites-vous, une vraie alliée. Après un master en éducation et animation socio-culturelle, vous devenez activiste pour les droits humains. Vous intervenez comme conférencière, consultante, formatrice sur l'intersectionnalité ou la blanchité. Parmi vos repères, l'écrivaine Toni Morrison pour transmettre la mémoire, la militante Angela Davis pour incarner la résistance. Le racisme aussi, c'est une arme qui est utilisée par les Blancs qui sont inconsciemment à les racistes. Comme elle, vous reliez l'intime au politique. En 2019, vous lancez le podcast Semblant de rien. Le titre est un jeu de mots avec semblant pour dire que les Blancs ne peuvent plus faire comme s'ils ne savaient pas. En mai 2020, après le meurtre de George Floyd, tout bascule. 20 000 abonnés vous rejoignent en une journée. Beaucoup sont blancs, cherchent des outils, posent une même question. Que puis-je faire? C'est là que naît le projet de votre livre. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là précis, beaucoup de personnes perçues comme blanches ont réalisé les privilèges qu'elles avaient, la nature systémique du racisme. Avec Mécanique du privilège blanc, vous signez un manuel à la fois accessible et exigeant.
Vous redonnez leur sens à des mots abîmés par les débats, privilèges, racisme structurel, charge raciale. Vous y parlez aux personnes blanches, non pour les accuser, mais pour les inviter à comprendre leur position dans un système raciste, parce que ce sont elles qui détiennent les leviers du changement. Voilà, Estelle Deprix. Alors, une question au départ par rapport à le titre de votre livre, Mécanique du privilège blanc. Être blanc, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une couleur de peau? Être blanc, pendant longtemps, on a voulu associer ça à la couleur de peau. Et d'ailleurs, c'est ce genre de représentation qu'on a directement en tête. Mais le fait d'être blanc, là, on parle de blanchité, c'est surtout une construction sociale qui donne place à une position très particulière au sein d'un système donné. Dans notre société, nous sommes traversés encore par des questions de hiérarchie raciale, mais aussi des hiérarchies de genre. Et dans la question du racisme, le fait d'être blanc, c'est le fait d'être dans une position dominante, de faire l'expérience de la domination raciale, qu'on adhère ou non à l'idéologie raciste. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire automatiquement que toutes les personnes blanches adhèrent, par exemple, à des partis d'extrême droite ou à des pensées suprémacistes, mais que dans une société qui est structurée par des inégalités, le fait que des personnes, par exemple, racisés, noirs, ont plus de difficultés à accéder à l'emploi, par exemple. Je vais prendre l'exemple de la Belgique. En Belgique, les personnes afrodescendantes sont les plus discriminées sur le marché de l'emploi. Pourtant, elles présentent un taux très satisfaisant de diplômes. Et UNIA, l'organisme qui analyse les discriminations en Belgique, a remarqué que plus elles avaient un taux de diplôme qui était élevé, moins elles avaient de facilité à trouver un travail. Et donc, ça prouve qu'il y a une norme qui profite, en fait, de manière inconsciente, de manière passive, de l'oppression des personnes racisées. Donc, en fait, parler de personnes blanches, c'est parler du fait de ne pas être entravé par le racisme. Ouais. Justement, pour reprendre le titre privilège blanc, est-ce que ça veut dire que tous les blancs sont privilégiés, y compris ceux qui sont au RSA? Vous parlez de minorités sexuelles, par exemple? Alors là, on va plutôt rentrer dans des conversations qui sont intersectionnelles. Moi, en tant que femme noire, je ne suis pas seulement une femme, je suis pas seulement femme ou seulement noire. Je suis traversée par les deux. Pour les personnes blanches qui ont également une identité raciale, on va retrouver les mêmes mécanismes. Donc, à la question est-ce que les personnes blanches qui sont précaires ont également des privilèges blancs, je dirais oui, parce que quand on parle de personnes, par exemple noires ou racisées, qui sont également extrêmement entravées par les discriminations et qui les mettent également dans un état de pauvreté, elles vont également rencontrer des difficultés, mais elles ne vont pas bénéficier d'un statut qui est socialement valorisé, qui est le statut de la blanchité. Vous évoquez aussi dans votre ouvrage le silence blanc. Qu'est-ce que c'est et comment contrepasser ça? Le silence blanc, c'est ce qu'on est en train de briser, par exemple, aujourd'hui sur ce plateau. Le fait que nous soyons ici et que nous parlions de la question de la blanchité et des privilèges, c'est briser une forme d'omerta et de tabou qu'il y a dans notre société sur les questions raciales. On va dire que le silence blanc, ça part surtout d'un inconfort qui est relié à une forme d'ignorance qui est construite. C'est que nos sociétés ne nous apprennent pas à réfléchir de manière complexe aux questions de racisme. On ne nous apprend pas en profondeur l'histoire coloniale, ses ramifications, son impact encore aujourd'hui, son institutionnalisation. Ça, on en parle très peu, ce qui fait que les personnes blanches sont pas souvent armées, les personnes racisées aussi, mais on n'est pas armé en fait à comprendre en fait ce fléau de société, qui fait que souvent les personnes, ou pour peur de blesser, ou pour peur de ne pas se sentir légitimes dans certains sujets, vont préférer se taire, et aussi par la peur de passer pour une personne déviante, comme un wokiste, etc. Beaucoup de personnes préfèrent le confort du silence. Il y a eu des pubs dans le passé, on pense notamment à celle-ci sur les gâteaux Saint-Michel. Aujourd'hui, des noirs dans les pubs, est-ce que ça ne serait pas possible de voir ça? Est-ce que ça va dans le bon sens quand même, ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, par exemple? Alors, je dirais qu'il y a une amélioration, mais attention, ce que je constate dans les publicités qu'il y a aujourd'hui, c'est que souvent, on ne va pas spécialement montrer des familles où il n'y aurait que des personnes noires. C'est souvent des familles mixtes où il y a du métissage qui sont mises en avant. Donc oui, il y a une inclusion, mais cette inclusion est toujours circonstanciée avec une présence de la blanchité dans les spots publicitaires. Et aussi, moi, je préférais aussi qu'on s'intéresse à la question de... Par exemple, je ne sais pas si vous avez constaté qu'il y avait une pub d'American Eagle avec Sydney Sweeney qui, justement, relançait tout un discours eugéniste. Donc, c'est intéressant de regarder la construction des personnes noires à la publicité, mais j'invite les personnes à réfléchir à la construction de la blanchité dans les publicités. Comment on construit cette norme blanche Ça veut dire que pour vous, s'il y avait des blancs et des noirs dans une même publicité, le côté universel n'est pas satisfaisant? Le côté universel, il est satisfaisant. C'est important de montrer qu'on peut construire une société où il y a de la diversité et de la multiculturalité.
particularités, des mélanges. J'en suis moi-même issue, je suis métisse, donc c'est vraiment pas ça que je vais aller attaquer. C'est plutôt le fait de pourquoi on ne peut pas représenter, par exemple, une famille belge qui serait totalement d'origine congolaise. Pourquoi ça ne passerait pas en spot publicitaire? C'est plus ça que je me pose comme question. Alors, Natacha, avec vous, on va voir que l'Université d'Édimbourg en Écosse présente ses excuses, d'ailleurs, après avoir été le fief de théories racistes. C'est l'une des universités les plus prestigieuses et les plus anciennes du Royaume-Uni, et elle a enquêté sur son passé colonial. Alors, il faut savoir que quand même, depuis 2020, la capitale de l'Écosse est très engagée dans le mouvement Black Lives Matter, et cette enquête publiée fin juillet révèle que l'Académie, fondée au XVIe siècle, a profité de l'esclavage à hauteur d'environ 39 millions d'euros pour financer la construction de ces bâtiments. L'étude montre aussi que l'université a joué un rôle fondamental dans l'élaboration des théories racistes et dans leur diffusion, avec des personnalités comme Dugald Stewart, par exemple, qui prônait la suprématie blanche. Un édifice du campus porte toujours son nom. L'université présente donc un mea culpa et souhaite rebaptiser ce bâtiment. Elle envisage également de créer un centre d'études sur le racisme, le colonialisme et la violence anti-noire. Estelle Depris, si même les grandes institutions font leur examen de confiance, est-ce que c'est pas la preuve que justement ça va dans la bonne direction? Alors oui, évidemment que ça va dans la bonne direction, surtout quand on voit les forces réactionnaires qu'on rencontre, mais ça sous-entend aussi qu'on devrait attendre encore plus pour attendre des institutions qu'elles puissent s'améliorer, évoluer. Et Martin Luther King disait, en fait, on n'a pas le temps d'attendre. On nous dit à chaque fois aux personnes opprimées d'attendre que la société évolue, mais en fait, là, il est temps d'agir concrètement. Et le fait que cette université prenne ses responsabilités, fasse acte de réparation, que ce soit la réparation au niveau du sens, au niveau des sciences qui sont analysées dans l'université, ou que ce soit par rapport à la présence, les changements de nom sur les bâtiments, c'est très bien. Mais si toutes les universités qui ont participé à l'impérialisme colonial et au suprémacisme faisaient la même chose, ça, ce sera encore mieux. Donc, évidemment que c'est des choses qu'il faut continuer à encourager, mais il faut que ça aille plus vite, parce que là, il y a une urgence sociale. Au-delà de la fac, est-ce qu'il faut imposer des statistiques ethniques? Est-ce que ça, ce serait une bonne idée? Alors oui, il faut les imposer, mais pas n'importe comment. Il faut des organismes indépendants qui fassent ces études et qui soient quand même un minimum contrôlés. Rappelons juste qu'en France, elles sont autorisées pour le milieu universitaire, en fait, uniquement. Voilà. Oui, en Belgique, on est plus ou moins sur le même système. Mais en fait, oui, nous demandons, en tout cas les activistes, les éducateurs antiracistes, à avoir une vue complète de l'état des lieux des discriminations. Parce que ce qu'on va nous dire, c'est qu'on se victimise pour rien, mais regardez, on va nous mettre telle personnalité noire ou maghrébine qui a réussi pour invalider ce qu'on dit. Alors que si on avait accès à plus de recherches, plus de statistiques, on pourrait montrer concrètement l'état du racisme systémique et de la domination blanche dans notre société. Et ça, en fait, c'est compliqué de le faire en raison de notre histoire particulière, des traumatismes qu'on a vécu aussi en raison des statistiques raciales. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les outils, on a la bonne intelligence et les bons organes pour pouvoir créer des institutions qui permettraient justement de quantifier les discriminations raciales. On le fait bien pour le genre, on devrait également le faire pour les questions de race. Un mot tout de même, vous contestez l'existence d'un racisme anti-blanc, alors que certains disent en souffrir. C'est-à-dire que ça n'existe pas du tout. Alors, l'affect des personnes, moi, je ne le remets pas en compte. Le fait que des personnes se soient faites insulter avec des insultes à caractère raciste en tant que personnes blanches, je ne remets pas en compte leur affect, ni leur émotion, ni parfois leur désespoir. Donc, je me mets en solidarité avec des personnes qui ont été brimées à cause de ça. Et je suis totalement sincère avec ça. Par contre, le racisme, c'est pas seulement des interactions négatives sur base de votre identité, c'est tout un système, toute une organisation sociale et politique qui maintient votre infériorité dans la société. Un jeune garçon, par exemple, qui subit une insulte à l'école de sale blanc pourra quand même grandir dans une société où son groupe social sera largement représenté, sera valorisé, et cette personne-là ne va pas avoir de difficulté à trouver un emploi ou un logement. Donc le racisme anti-blanc n'est pas une expérience de masse, c'est pas une expérience collective. Il n'y a jamais eu d'histoire, d'institution, de génocide anti-blanc comme les personnes racisées en vivent encore aujourd'hui. Voilà, et pour découvrir tout ça, c'est donc Mécanique du privilège blanc, comment l'identifier et le déjouer chez Binge Édition. Merci beaucoup, Estelle Depris, d'être passée ce soir par 28 minutes. Allez, passons à notre débat. Arrêt des travaux de l'A69, censure partielle de la loi Duplon. Les juges et les sages se sont, ces dernières semaines, mis au vert des décisions qui interviennent l'année des 20 ans de la Charte de l'environnement qui a introduit le droit à vivre sur une planète saine dans notre Constitution. Un texte un peu oublié, mais qui montre toute la dualité de l'époque entre volonté d'innovation et lutte pour un environnement sain. Le droit à l'environnement a-t-il tous les droits, même quand c'est un frein à l'activité économique? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
Il n'a pas dit son dernier mot. Laurent Duplon, à l'origine de la loi qui porte son nom, a prévenu. Il n'exclut pas de proposer un nouveau texte réintroduisant le très controversé insecticide à base d'acétamipride. Une déclaration qui intervient après la censure partielle jeudi dernier de la loi, pour le plus grand bonheur des citoyens qui ont bataillé contre le texte. Ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'on ne peut pas faire fi des connaissances scientifiques qui étaient très nettes sur le sujet. Et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup expliqué la mobilisation des Français. Quand l'Ordre national des médecins il dit il n'y a pas de doute raisonnable sur la dangerosité d'un produit, et ben, en fait, c'est tous les médecins qui s'expriment. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur la Charte de l'environnement pour justifier sa censure. Une charte vieille de 20 ans et pensée par le président Chirac. La protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique. Il s'agit de définir une éthique collective, inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain. En février dernier, ce sont les travaux sur l'A69, devant relier Castres à Toulouse, qui sont stoppés par décision administrative. La justice estime que le chantier et ses atteintes à l'environnement ne présentent pas, je cite, d'intérêt public majeur. L'État fait appel. J'ai pu constater combien il est désolant de voir un chantier arrêté, beaucoup d'emplois indirects qui sont impactés, qui sont stoppés. Un coup dur pour l'économie locale. La Cour d'appel administrative de Toulouse autorisera finalement la reprise des travaux. Alors, ces confrontations par tribunaux interposés risquent-elles de se multiplier? Le droit de l'environnement entre-t-il en confrontation avec les intérêts économiques? Est-il possible de les réconcilier? Voilà, et pour en débattre, nous recevons ce soir Arnaud Gossement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement, professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et selon vous, parler d'un gouvernement des juges à propos de la censure de la loi Duplon n'a aucun sens. Les décisions de justice pour défendre l'environnement, dites-vous, sont rares. Il n'y en a même pas une chaque année. À vos côtés, Gaspard Ganzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire et conseiller de communication de François Hollande, président du cabinet de conseil Ganzer Agency. Selon vous, il aurait été mieux que ce soit le peuple qui tranche cette question de la loi Duplon par le biais d'un référendum plutôt que des magistrats. Au final, cela semble très politique. Et puis Anna Créti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes également directrice scientifique de la chaire économie du climat. Selon vous, de nombreuses entreprises se sont engagées en vue de respecter le droit de l'environnement, mais il y a aujourd'hui un relâchement politique sur ces questions, ce qui fait qu'elles sont un peu déboussolées. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et l'article du jour. C'est l'article 1 de la Charte de l'environnement qui dit quoi? Qui dit ceci: chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est sur cet article que s'est fondé le Conseil constitutionnel pour interdire l'acétamipride dans le cadre de la loi Duplon. Cette charte, elle a la même valeur que la Déclaration des droits de l'homme et pourtant on en entend assez peu parler quand même. C'est même la première fois qu'elle fait comme ça la une. Arnaud Gossement, c'est la consécration un peu? En tout cas, ça fait plaisir parce qu'effectivement, grâce à cette décision, on parle beaucoup de ce texte dans les médias et on en parle de manière positive parce que souvent, quand on parle d'environnement et de droit de l'environnement, on parle de procédures, de contraintes, d'obligations de faire. Là, on parle d'un droit de l'homme. La Cour internationale de justice nous a expliqué il y a 2 semaines que c'était un droit de l'homme qui est la condition d'exercice de tous les autres. Parce que vous voyez, dans chacun le droit de vivre, il y a chacun le droit de vivre. Et donc le projet, c'est d'abord de vivre parce que le problème, il n'est pas tellement pour la planète, elle nous survivra. Le problème, il est pour l'humanité. Et donc là, vous avez un projet, pas juste une question de procédure. Et je trouve que pour le grand public, pour l'opinion publique qui parfois a un peu de mal à se mettre en mouvement sur les questions d'écologie, on a un beau projet ici qui est de défendre ce droit de l'homme. Il y a une convergence entre droit de l'environnement et droit de l'homme. Et pour moi, c'est porteur d'espoir, vraiment. Alors, Anna Créti, cette charte a été promulguée il y a 20 ans, donc cette année. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le milieu économique, cette charte ? Je pense qu'il y a quand même des principes. Alors là, on parle du volet droit de l'homme et de la santé, mais dans cette loi, il y a aussi les principes du pollueur-payeur et les principes de précaution. Donc, ensemble, les trois ont quand même dessiné une voie qui est très importante pour définir de façon plus ou moins concrète ce que le développement durable. Maintenant, ça reste un cadre. C'est-à-dire que ça reste un peu un point de repère qui doit être rappelé, poussé, et les entreprises n'y vont pas spontanément.
Gaspard Ganzer, est-ce que c'est aussi une boussole, un cadre pour les politiques, les décideurs, ou est-ce que c'est une charte qui reste trop négligée? J'ai envie de me réjouir avec mes deux voisins, notamment Arnaud Gosselin, du fait que la charte de l'environnement soit revenue au centre de l'actualité, mais ça semble être un peu, on va dire, un cas presque anecdotique, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle en politique et dans le domaine économique va dans l'autre sens. Et on se demande si c'est pas presque une ruse de la raison. On se demande même si le Conseil constitutionnel, d'une certaine manière, n'a pas cherché à régler un problème politique, parce que je rappelle qu'il y avait eu cette pétition avec plus de 2 millions de signataires, et finalement, tout le monde a dû trouver son compte à ce que cette disposition ne s'applique pas, même si j'imagine qu'un juriste me dira que tout ça a été extrêmement logique et argumentatif. La réalité, c'est qu'en ce moment, tout va dans le sens du backlash environnemental. On recommence à exploiter du pétrole à tout va aux États-Unis, au Brésil, en France. Toutes les dérogations possibles sont immangeables. Donc je pense que les politiques, ils sont plutôt sur autre chose. Arnaud Gosselin, ça veut dire qu'avec cette décision, les sages ont fait de la politique, comme disent ceux qui étaient pour cette loi du plomb? Alors, j'étais pas dans le secret de leur délibéré. Non, et d'ailleurs, je remarque qu'à la sortie, ils sont critiqués par les pros et les pour et les anti. Il y a beaucoup de gens pas d'accord non plus avec cette décision. On a entendu parler de gouvernement des juges, des écologistes qui disent que le Conseil aurait dû censurer toute la loi et pas juste l'article 2 et l'article 5. Bref, au final, je pense que si le Conseil constitutionnel avait voulu vraiment faire de la politique, il aurait procédé autrement que par cette décision. Alors c'est vrai, je suis d'accord, effectivement, il y a une période qui n'est pas propice à l'environnement. Il y a cette période de recul, y compris en termes de temps d'antenne consacré, pas chez vous, à l'environnement, mais c'est vrai que c'est une réalité. Pour autant, voilà, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a aussi cette pétition de 2 millions de personnes qui prouve quand même que le sujet n'a pas été oublié. Il y a quand même 2 millions de personnes qui sont allées sur France Connect, qui sont identifiées, qui ont signé cette pétition. Il y a eu des milliers de débats qui ont été organisés. Voilà, quand il y a quelque chose de positif, on peut le signaler. Voilà. Alors, en attendant, cette interdiction de l'acétamipride a et va avoir des conséquences très concrètes, nous disent déjà les agriculteurs, comme cet arboriculteur de la vallée de la Durance dans les Hautes-Alpes. Je vous propose de le regarder. Et on perd, nous, 40-50% de notre récolte et qu'on est concurrencé par des Italiens, par des Espagnols, qui, eux, ont cette molécule, voilà, ça nous met dans la plus grande fragilité. Et effectivement, ça va conduire à des arrachages de vergers qui peuvent être massifs demain. On est en permanence montrés comme des gens qui donnent des cancers, alors que nous, on est simplement là pour produire des fruits. Anna Créti, si soudain on se met à l'utiliser beaucoup, cette charte de l'environnement, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences très concrètes, très directes pour l'activité économique ? Je voudrais juste revenir sur des exemples importants qui nous montrent que, certes, il y a des coûts dans les changements et dans les décisions qui sont prises, mais que cela se fait à long terme pour un principe le plus important qui est le bien-être de la société. 2 cas importants dans lesquels cette charte a été appliquée, les OGM et l'interdiction de l'exploitation des fossiles de schiste. Au moment où cela est arrivé, les gaz de schiste, donc tout ce qui est donc les pétroles non conventionnels, certes, on ne comprenait pas pourquoi on avait ces relais directs sur le fait de prendre des décisions tranchantes. Les OGM étaient déjà utilisés notamment aux États-Unis et les agriculteurs avaient un peu le même discours, c'est-à-dire c'est pour améliorer et la production et peut-être pour justement ne pas utiliser autant de pesticides. Et est-ce que ça n'a pas joué sur la compétitivité? Effectivement, avec les reculs, on voit que ce n'est pas les OGM qui ont changé la productivité de l'agriculture française, c'est plutôt l'équilibre global, la politique agricole globale de l'Europe et les conditions de compétitivité de l'agriculture française, qui est très importante. C'est quand même un secteur très important à niveau français et à niveau européen, vis-à-vis duquel on doit après trouver un équilibre. L'Espagne, l'Italie, effectivement. Mais est-ce qu'il faut aller vers les intérêts particulier de certains agriculteurs et oublier les bien-être communs. Oui, mais est-ce que, Gaspard Ganzer, ça peut être vu comme un frein, finalement, par les politiques, cette charte, aujourd'hui? C'est pour ça que, finalement, peut-être qu'on en parle peu ou qu'on la met moins en avant. Non, mais je pense qu'à part peut-être une partie de l'Est politique qui en connaît les détails, la philosophie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été adoptée il y a très longtemps, il y a 20 ans, dans un moment politique, donc je ne dis pas que les gens l'avaient oublié, mais en tout cas, ils l'a traité avec un peu plus de distance. C'est dommage, parce que c'est un très beau texte, mais elles sont aussi bien connaître que vous. Vraiment, pour ceux que je m'en connais, je trouve qu'il est dans sa philosophie, la combinaison de ses principes, il est formidable.
mais les politiques le voient de très loin parce qu'il date, et surtout parce qu'ils sentent quand même qu'une partie de leurs électeurs sont aujourd'hui préoccupés par d'autres choses, leur pouvoir d'achat, l'emploi, ils ont une forme de croissance nulle depuis quelques années, et donc là c'est le cas des agriculteurs qui est un cas typique, hein. Ça fait quand même 3 ans, même plus, qui souffrent énormément, que le gouvernement leur fait des promesses successives, et pour des bonnes et de mauvaises raisons, parfois c'est la dissolution, parfois c'est des problèmes budgétaires, c'est reporté, donc on comprend leur énorme frustration, mais malheureusement, ou heureusement je pense, comme le disait Anna Créti, je pense qu'il faut aussi réussir, malgré ces difficultés, à faire ce travail de pédagogie auprès des citoyens, mais aussi auprès des politiques, en disant qu'à long terme, ils ont intérêt à le faire. Notamment, dans ce genre de cas, c'est peut-être un peu plus facile, parce que comme la santé est directement en jeu et de façon objective, ils se disent, bon, ok, moi j'ai pas envie d'être le gars ou la nana qui a signé ou voté une loi qui aura provoqué X milliers de cancers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient très fébriles et qu'ils ont dû être au final très heureux que le Conseil constitutionnel ait censuré la disposition. Arnaud Cosmo, est-ce qu'à terme, là on est d'actualité, on est en pleine canicule dans une bonne partie de la France, est-ce que je pourrais porter plainte contre mon maire ou contre les autorités locales si mon logement, par exemple, n'est pas adapté, si les constructions ne sont plus adaptées au dérèglement climatique? Alors, il y a déjà eu des procès qui ont été engagés pour engager la responsabilité des États, et la Cour internationale de justice s'est récemment prononcée sur la responsabilité des États. Mais quand on parle de responsabilité, on parle presque plus de responsabilité politique au sens noble que de responsabilité judiciaire, parce que une fois que vous introduisez une plainte, le gouvernement en place au moment où vous introduisez votre plainte ne se sent pas concerné parce qu'il sait que la décision va être rendue dans 6 ans. Celui qui est là 6 ans plus tard va vous dire ça s'est passé avant que j'arrive, donc de toute façon c'est pas ma responsabilité. Donc il y a un problème d'instabilité, de succession du politique par le jeu démocratique normal. Il ne faut pas, je pense, surinvestir ces plaintes. Un mot quand même sur l'image que vous avez diffusée de cet agriculteur qui regrette cette polémique et qui dit moi j'ai pas envie de donner le cancer. Évidemment que c'est le cas, mais il faut quand même aussi rappeler dans cette affaire des néonicotinoïdes que des alternatives existent. L'ANSES s'est prononcée à 2 reprises, l'Agence nationale de santé et sécurité environnementale et sanitaire. Elle est ressaisie actuellement par le gouvernement pour redire ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives. 2, ça concerne quand même un tout petit nombre d'agriculteurs. Ces agriculteurs sont prévenus depuis 2016, puisque là on parle d'une interdiction. Le principe c'est l'interdiction, ces néonicotinoïdes. Et il faut savoir que d'autres agriculteurs souffrent, puisque là on est en train effectivement de s'attaquer aux pollinisateurs. Donc demander aux apiculteurs ou regarder ce que la Confédération paysanne a pu communiquer, eux ils s'en réjouissent de cette interdiction. Mais alors justement Gaspard Ganzer, vous qui avez été au cœur de la machine, au cœur du pouvoir, aux côtés de François Hollande, quand on est confronté à ce type de sujet, la charte de l'environnement, est-ce qu'on y pense déjà, forcément? Et après, en effet, est-ce qu'il y a cette dualité permanente, économie ou environnement? On pense au droit, évidemment, à cette charte, et François Hollande était très attaché à la cause environnementale, mais on pense surtout aux choses politiquement, c'est le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que François Hollande, il avait, en titre personnel, une vocation et une conviction forte sur le plan environnemental, mais il savait qu'aussi politiquement, sa base électorale et les Français l'attendaient, et c'est pour ça qu'un peu seul contre tous au départ, avec Laurent Fabius et Ségolène Royal, ils ont décidé d'accueillir la conférence de Paris sur le climat qui a débouché sur l'accord de Paris, et c'est pour ça aussi que ça s'est si mal passé avec les agriculteurs. Oui, bien sûr. Je peux vous dire que quand on était à l'Élysée, entre 2014 et 2017, les salons d'agriculture, ils n'ont pas été très agréables pour François Hollande, justement pour ces raisons-là, parce qu'il était critiqué, un coup par les éleveurs, un coup par les céréaliers, etc., parce que justement, il tenait bon sur ce sujet. Les Verts faisaient partie de la majorité qui était au pouvoir. Il y a eu des accords qui avaient été noués avec eux, des équilibres. C'était pas simplement une question politique, c'était aussi une question de conviction. Donc on peut pas plaire à tout le monde. Donc on commence à avancer. Et je regrette en fait aujourd'hui qu'on soit dans l'autre tendance, parce que, encore une fois, je pense que cette décision ne doit pas nous faire oublier qu'aujourd'hui la majorité de classe politique est vraiment très favorable à la remise en cause de toutes les clauses environnementales. L'extrême droite, la droite et une grande partie de la majorité macroniste est sur cette ligne. Mais d'ailleurs, Anna Créti, on a plus l'habitude d'entendre parler du principe de précaution. Là, les sages ne sont pas du tout appuyés sur ce fameux principe-là. Disons qu'ils auraient pu. Mais c'est un concept un peu technique et difficile. Je pense que probablement ça n'aurait pas parlé aux 2,5 millions de signataires, parce que, et en plus, pour l'évoquer, il faut établir un lien très spécifique entre la cause et l'effet. Et notamment la cause, donc la présence des nicotinoïdes et effectivement les causalités présentes et futures avec les cancers. Donc c'est là, je pense que ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Et la pression faisait qu'une décision était peut-être ressentie dans des temps un peu plus tangibles. Arnaud Gosselin, il y a une différence entre le principe de précaution et puis là, l'article 1 de la Charte de l'environnement? Oui, tout à fait. Alors si je peux me permettre, parce que j'ai passé quelques années de ma vie. Bien sûr, c'est pour ça.
Le principe de précaution s'applique lorsque vous êtes face à un risque incertain. Vous n'en connaissez pas forcément les causes ni les conséquences. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. C'était le cas dans les années 80 pour les OGM, les ondes électromagnétiques, etc. Donc là, le principe de précaution n'avait pas à s'appliquer avec ces néonicotinoïdes. C'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui le dit lui-même, comme le Conseil d'État. Le risque pour la biodiversité, il est certain. Là où il y a une polémique encore, c'est sur certains risques pour la santé humaine. Pas tous, mais pour certains. Pour la biodiversité, on sait que sur l'appareil nerveux, effectivement, des abeilles, des pollinisateurs et des oiseaux, on a des risques, il y a des études qui ont mesuré tout ça. Donc le principe de précaution n'a pas à s'appliquer. Le principe de prévention aurait pu s'appliquer. Mais c'est là où cette décision est intéressante, c'est qu'ils vont sur un droit de l'homme. C'est-à-dire, ce que j'essayais de démontrer, c'est que c'est pas juste des procédures, c'est pas juste des cases à remplir, des dossiers à faire. L'environnement, c'est un projet de société. Et vous avez des juges aujourd'hui qui essayent, effectivement, à partir de textes qui ont été votés par les élus, par les peuples aussi. La charte de l'environnement, c'est quand même nos élus réunis en congrès à Versailles, qui, au grand complet, et à l'époque c'était la droite qui était au pouvoir, qui ont voté ce texte. Donc ce que les élus ont dit, aujourd'hui il y a des élus qui ont oublié que ces mêmes élus avaient voté ça. Parfois c'est exactement les mêmes qui votent un texte et qui demandent à qu'il ne soit pas appliqué ensuite. Le Conseil constitutionnel est la mémoire de ça. Voilà, alors parfois on oublie beaucoup de choses, même au niveau média, parce qu'avec vous, Natacha, on a parlé qu'en matière de justice climatique, eh bien, cet été a été rendue une décision historique qui est passée relativement inaperçue. Oui, par la Cour internationale de justice, la plus haute instance des Nations Unies, qui a remis fin juillet un avis très attendu. Les États ont désormais l'obligation légale de protéger le climat. Alors au départ, l'initiative est lancée en 2019 par des étudiants du Vanuatu, cet archipel du Pacifique qui risque de disparaître avec la montée des eaux. Leur voix est remontée jusqu'à la plus haute juridiction mondiale, qui a donc acté. En tant qu'État, vous avez cette obligation de lutter contre le changement climatique. L'inaction constitue désormais une violation du droit international. Donc concrètement, si un État ne fait rien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il peut être considéré comme hors la loi et chaque pays peut être tenu pour responsable devant les tribunaux. Alors pour le droit international et pour la justice environnementale, c'est quand même un tournant. Mais Anna Créti, est-ce que ce n'est pas problématique de se retrouver comme ça, avec une institution judiciaire qui pourrait dicter des droits à un État? Disons que ça met la protection du climat dans la sphère de la juridiction, donc du conflit, donc du contentieux. Donc, quelque part, un dernier recours. Est-ce que c'est un principe qui est suffisamment fort pour que, ex ante, avant d'arriver à devoir être retenu responsable pour une action climatique, les gouvernements choisissent la voie de la protection du climat? Aujourd'hui, par exemple, en France, on attend toujours la loi de programmation sur l'énergie, qui est quand même un élément fondamental. On va l'attendre longtemps, je pense, Anna. Et voilà. Avec l'énergie renouvelable. Ça va être suffisant pour dire « Ah, mais vous n'avez pas pensé à protéger l'environnement et pas comprendre les enjeux de la transition énergétique ». Gaspard Ganzer, justement, sur ce sujet, aussi sur cette opposition et sur cette justice qui pourrait dicter donc, à un État quoi faire en termes de climat. On est sur des temporalités différentes et je pense que c'est très bien que les juges, justement, en dehors du cycle de très court terme des politiques, soient là pour rappeler des principes essentiels, y compris des textes qui ont été votés et discutés il y a plusieurs années, parce qu'il faut qu'il y ait cette temporalité différente et qu'on ne soit pas totalement happé par une sorte de cycle court-termiste. Après, je pense que les États, en tout cas une partie des dirigeants des États, notamment les plus populistes, ils s'en moquent complètement. Enfin, je prends Trump, la menace, déjà la menace de la Cour suprême, ça lui fait pas très peur. Alors la menace de la Cour internationale de justice, encore moins. Et donc, il faut pas donner trop, il faut donner l'importance qu'il va à ces décisions de justice, mais je ne pense pas qu'elles puissent infléchir des dirigeants les plus durs. Ce qui fait infléchir un dirigeant politique, c'est sa responsabilité pénale. Je peux vous dire que quand il y a eu le scandale de l'amiante, une autre forme de toxicité, on n'est plus dans le domaine de l'agriculture, dans les années 80 et 90 surtout, là je peux vous dire que les politiques, ils n'avaient plus du tout envie de rire, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient terminer en prison, quand ils voient ou alors, plus récemment, quand c'est posé de façon très concrète, même si au final il y a eu un non-lieu, l'attitude des gouvernements et des gouvernants pendant le Covid, là les gens ont pris les choses extrêmement au sérieux. Alors, je ne suis pas en train de proposer de pénaliser la totalité du droit environnemental, mais je vous donne en coulisses, je peux vous dire que c'est la seule chose qui les ferait bouger. Oui. Arnaud Gossement, sur ces décisions de justice, est-ce qu'il faut plus de sanctions? Il faut que ça soit plus suivi de sanctions? Alors, juste un point, c'est un avis qui a été donné par la Cour internationale de justice, donc il ne s'agit pas ici de contentieux, il s'agit vraiment d'un avis. Deuxième chose, la Cour internationale de justice n'a fait que rappeler des textes, elle n'a pas créé elle-même le droit. Troisième chose, certes, il y a des dirigeants populistes comme Trump, mais malgré tout, ces dirigeants populistes, derrière, ont aussi des économies, dont une partie,
parce que les États-Unis sont aussi champions dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et de matériel d'énergie renouvelable. Ils ont besoin de ne pas aller trop loin. Trump est sorti de l'accord de Paris, mais pas de la Convention de 1992 sur le climat. Et cet avis peut l'enquiquiner. Pourquoi? Parce que les juges vous disent, même si vous sortez de l'accord de Paris, vous êtes lié par le droit international coutumier. C'est-à-dire que c'est un principe du droit international, celui selon lequel l'État doit protéger ses populations des menaces extérieures. Il y en a une, c'est le changement climatique. Oui. Donc même les États-Unis ne peuvent pas faire abstraction de cette décision de la Cour internationale de justice. Pourquoi? Parce que sinon ils s'affaibliraient sur le plan diplomatique. Même si aujourd'hui sont sabrées toutes les finances de recherche universitaire qui faisaient référence dans le monde entier. Oui, alors d'abord, Trump, il est là pour 4 ans. Il y a aussi des contre-pouvoirs. Plus de 3 ans et demi. Et surtout, c'est un État fédéré. N'oubliez pas que c'est un État fédéral et il ne faut pas lui donner l'importance qu'il n'a pas. En matière d'énergie, en matière de climat, les budgets sont d'abord au niveau des États fédérés. Et vous voyez des Mes collègues continuent à faire de la recherche sur le climat. Et bien sûr. Alors, on va voir une chose assez étonnante. C'est vrai que souvent, on s'étonne, et ça depuis le début de ce débat, des Français qui sont à la fois, c'est vrai, sensibles à l'environnement et pas vraiment prêts à lâcher le diesel. Hein. Ça, c'est vraiment le French paradox. Un homme était comme eux. C'était Georges Pompidou, le président qui voulait adapter la ville à l'automobile, était inquiet des dégâts que l'on pouvait infliger à la nature, comme ce jour de mars 1970. Le rythme de l'évolution actuelle crée en effet à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Comme pris de court par les transformations de son milieu, dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel apprenti sorcier, ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées? Nous étions en 1970 et Anacrétis, ce qui est étonnant avec ce président, c'est en effet l'industrialisation de la France. Et en même temps, lui qui crée le premier ministère de l'Environnement aussi dans un gouvernement français. Est-ce que c'est pas là vraiment le paradoxe français? Je pense que c'est... Ou international même, voilà, ça, pardon. Je pense que ce n'est pas spécifiquement français. Peut-être là, il y avait une coïncidence particulière. Au contraire, je pense qu'il faut renforcer cette idée d'une voie, d'une coexistence possible entre la croissance et le respect de l'environnement. Après, ça dépend en fait des contraintes qu'on veut prendre en compte et encore une fois de l'horizon vers lequel on pense pouvoir concilier. Donc l'innovation ou la croissance, alors sans rentrer sur le fait de la polémique, est-ce que la croissance verte existe ou pas, parce que je pense qu'on n'a pas à l'éprouver, mais jusqu'à présent, on a peut-être, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire par l'absurde, on peut dire qu'on a fait de la croissance en créant des dégâts sur l'environnement. Donc il faut inverser la tendance. Est-ce que c'est ça, Gaspard Ganzer, finalement? Oui, le paradoxe. C'est un très beau débat, presque philosophique, sur ce qu'on peut partager, mais je pense qu'on a tellement fait, d'ailleurs, Pompidou le premier, il a quand même ouvert les voies sur berge aux voitures, créé une radiale le long de Montparnasse, c'est absolument incroyable, c'est l'air de la tout bagnole. En fait, quand on cite les deux, ou quand on veut faire croire qu'il y a de la croissance, de la croissance verte, en réalité, on est plutôt du côté du productivisme et de l'industrialisation que d'autre chose. Et je pense que si on veut provoquer le pivot pour qu'au final, il y ait quand même toujours cette coexistence, je pense qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur pour filer la métaphore automobile plus fort sur le côté environnemental et peut-être aussi comprendre qu'on peut faire autant avec moins ou peut-être plus avec moins, en tout cas de façon différente, et arrêter de penser que c'est simplement en faisant de la fracturation hydraulique et en ouvrant des nouveaux puits de pétrole qu'on va s'en sortir. C'est bien noté. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par 28 minutes. Dans quelques instants, avec Quentin Darmon et Théophile Cossa, nous évoquerons le destin du Pelé palestinien avant de nous intéresser au pont suspendu, le genre de construction où on dit non, vas-y toi d'abord. Mais avant cela, rejoignons l'Ironman de la culture générale. Chaque soir, Victor de Quiver se transforme en maître-queue pour nous régaler de ses meilleures connaissances cuites à point. Et ce soir, j'en suis sûr, une nouvelle fois, vous dînerez moins bête. La tongue est-elle un symbole de pouvoir? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Il y a 5000 ans, en Égypte, c'est le summum du chic, l'accessoire qui vous distingue du reste du monde. Imaginez la surprise des archéologues quand, en 1922, ils ouvrent la tombe de Toutankhamon et découvrent 80 paires de tongs, en cuir, en nacre, certaines même en or massif. Mais ce qui fascine le plus les experts, c'est qu'ils trouvent sur les semelles de certaines d'entre elles des silhouettes de prisonniers. Pourquoi? Pour que le pharaon puisse les écraser symboliquement à chaque pas.
Ces sandales royales n'ont rien à voir avec nos modèles jetables à 3 €. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre d'artisanat. Elles sont ornées de fils d'or et de marqueterie d'écorce de bouleau. Certaines ne sont même pas destinées à être portées. Elles accompagnent le roi dans l'au-delà, comme ces fameuses sandales d'or retrouvées directement sur les pieds de sa momie. Mais quelques siècles plus tard au Japon, la tongue prend un tournant inattendu. Elle devient pour la première fois une chaussure populaire portée par les paysans dans les rizières pour ne pas s'abîmer les pieds dans l'eau. Des tongs toutes simples, fabriquées en paille, dont les riches vont s'approprier l'idée. Les élites urbaines surélèvent la chaussure sur 2 patins de bois, créant ainsi les fameuses guettas. Portées avec un kimono et une paire de chaussettes blanches, rien n'est moins chic. C'est cette version japonaise que les soldats américains rapportent chez eux après la Seconde Guerre mondiale. Elle sera ensuite réinventée en caoutchouc pour finalement conquérir toutes les plages du monde. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quiver. Et même maintenant, on ira à la plage moins bête. C'est incroyable, hein, jusqu'où ira cette chronique. Allez, il est temps de les retrouver avec plaisir. Quentin Darmon et Théophile Cossa. On commence avec vous, Quentin. Et ce week-end, on apprenait la mort de 6 journalistes tués dans un bombardement à Gaza. Et vous allez ce soir nous parler d'une autre victime de ce conflit. Un footballeur palestinien qui, lui, aurait été tué la semaine dernière par un tir israélien lors d'une distribution d'aide à Gaza. Souleymane Al-Obed avait 41 ans. Il était surnommé le Pelé palestinien. Marié, père de 5 enfants, il était très populaire dans la bande de Gaza, où il est né en 1984 dans un camp de réfugiés. Il n'a jamais quitté la Palestine tout au long de sa carrière, effectuée entièrement dans un championnat divisé en 2, comme son territoire, en Cisjordanie et à Gaza. Il termine meilleur buteur 3 saisons d'affilée, totalise plus de 100 buts inscrits et avait directement participé à plusieurs étapes clés pour le football palestinien, comme le lancement de la Ligue professionnelle palestinienne en 2010. Et ce, malgré des décennies de guerre et une instabilité politique chronique, le football, en fait toujours partie de l'identité de la Palestine. Et oui, il s'organise dès les années 1920. Le territoire est alors sous mandat britannique. Une première fédération est créée à Jérusalem en 1928. Elle comprend des clubs arabes, britanniques et juifs. En revanche, la sélection nationale palestinienne, elle, n'est pas mixte. Les joueurs arabes en sont exclus. Cette équipe participe aux qualifications des Coupes du Monde 1934 et 1938 jusqu'à la création en 1948 de l'État d'Israël et de sa propre fédération. Il faut attendre 50 ans pour que la Fédération palestinienne de football soit officiellement reconnue au niveau international par la FIFA. Malgré des moyens forcément très limités, cette sélection parvient à obtenir des résultats. 3 qualifications pour la Coupe d'Asie. En juin, elle a même failli accéder au barrage pour le Mondial 2026, grâce notamment à un vivier de joueurs venant du Chili. Et oui, le Chili, oui. Car le Chili accueille la plus grande communauté palestinienne hors Moyen-Orient. On parle d'environ 500 000 personnes, c'est un peu plus de 2% de la population. Dans la capitale Santiago, une équipe incarne la cause de toute cette diaspora. Et il s'appelle le Deportivo Palestino. Elle n'a d'ailleurs, cette équipe, pas manqué de rendre hommage à Souleymane Al-Obed sur les réseaux sociaux. Alors, vous venez de le dire, les hommages ont été nombreux, mais c'est sans aucun doute celui de l'UEFA qui fait le plus parler, fait le plus polémique. Oui, sur X, l'instance européenne salue, je cite, un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres. Un message court, beaucoup trop court pour l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi, a-t-il demandé ce week-end, pointant ainsi du doigt l'absence de précision sur les circonstances de la mort du Pelé palestinien. L'UEFA ne lui a, pour le moment, pas répondu. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Théophile, avec vous, on file en Italie, puisque la Sicile pourrait bientôt devenir, vous le dites, c'est incroyable, une presqu'île. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour la construction d'un pont suspendu entre l'île et le continent. Ça sera donc le plus long au monde. Théophile, racontez-nous ce pont suspendu. Comment ça marche? Oui. Il ponte sullo stretto di Messina. On y est, non, mais comme ça avec les mains. On y est, évidemment. Ça y est. Oh là là, on voyage. Le pont sur le détroit de Messine, détroit que vous voyez sur cette carte, entre la Sicile et la Calabre, la pointe de la botte italienne, un pont d'une longueur totale de 3700 mètres, dont 3300 suspendus au-dessus de la mer. Ce sera tout simplement le plus long au monde, bien devant le pont du détroit des Dardanelles en Turquie, 2023 mètres de portée seulement, ou du célèbre Golden Gate à San Francisco, 1280 mètres. Alors attention, on parle ici de ponts suspendus. Vous savez, il y a différentes architectures de ponts, les ponts à poutres, les ponts en voûte, les ponts suspendus, etc. Donc qu'on soit clair, celui de Sicile ne sera pas le plus long pont maritime au monde. Le plus long relie Hong Kong et Macao, 55 km, mais
le projet est tout de même pharaonique. Rendez-vous compte, le pont de Messine sera structuré par 2 tours de 400 mètres de haut chacune. C'est 70 mètres de plus que la tour Eiffel. Des tours entre lesquelles on va tendre d'énormes câbles porteurs. Ce sont eux qui vont soutenir le tablier, ce qu'on appelle le tablier, la surface plane du pont. Et il ne faut pas se tromper. La structure devra résister aux courants très forts, aux vents violents, mais aussi aux tremblements de terre. Oui, parce que la région est située entre 2 plaques tectoniques. Vous voyez l'enjeu. Il ne faut pas avoir peur. Coût total du chantier, 13,5 milliards d'euros. C'est très rassurant, en effet. Et ça fait longtemps, je crois que ce projet est dans les cartons. Oui, déjà, dans la Rome antique, on rêvait d'un pont entre les 2 rives. Les premiers plans ont été dessinés il y a plus de 50 ans, mais le projet a sans cesse été repoussé au gré des alternances politiques et des crises. Mais cette fois, ça semble bien parti. Les travaux devraient commencer à la rentrée pour s'achever en 2032. Grâce à ce pont, le gouvernement de Giorgia Meloni promet la création de 100 000 emplois dans ces régions pauvres de l'Italie. On pourra rejoindre la Sicile en une demi-heure via 2 voies ferrées et 6 voies pour les voitures. Reste que ça ne plaît pas à tous les Italiens, déjà pour le prix, et puis à cause du désastre écologique annoncé par certaines associations. Le pont sera construit sur une zone marine protégée. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je vous laisse avec ce proverbe « Che va piano, va sano », qui va doucement, va sainement, en italien. Magnifique, cette maîtrise de langue étrangère, en tout cas, Théophile, bravo à vous. Merci beaucoup, merci mes amis, à suivre sur Arte. Comment j'ai tué mon père, Anne Fontaine entraîne Charles Berling et Michel Bouquet dans un cataclysme familial. C'est à voir, surtout si on est parti en vacances avec ses proches, un petit conseil. Voilà, ambiance garantie. Nous, on se retrouve bien sûr demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.